Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Partenariat stratégique renforcé entre le Maroc et le Royaume-Uni, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce soir. Un partenariat renforcé salué par la Chambre de commerce de l'Ouest londonien qui salue la reconnaissance par le Royaume-Uni du plan d'autonomie marocain comme la base la plus crédible, pragmatique et réaliste pour une résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Le Royaume-Uni, dont le positionnement est aujourd'hui clair. La Chambre de commerce de l'Ouest londonien qualifie cette position d'étape majeure pour la paix, la stabilité et la prospérité partagée, un positionnement qui s'accompagne de l'engagement du Royaume-Uni à soutenir les projets économiques dans les provinces sahariennes. Nous revenons dans l'invité de la rédaction ce soir sur les dimensions du partenariat stratégique renforcé entre les deux royaumes, un partenariat stratégique, séculaire, historique, un avenir commun est en train de se dessiner, un avenir riche en opportunités économiques et mutuellement bénéfiques. Amin Karkash, vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes consultant en communication politique et affaires publiques. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Triblichi, c'est moi qui vous remercie. Alors Monsieur Karkash, un tournant diplomatique dans le dossier du Sahara marocain. Quelle symbolique de ce positionnement justement du Royaume-Uni qui est clair? Donc en fait, ce soutien du Royaume-Uni au plan d'autonomie marocain est un moment charnière. Il ne s'agit pas uniquement d'une posture diplomatique classique, mais c'est vraiment un réalignement stratégique qui a été mûrement réfléchi et qui est à la croisée de la géopolitique, de la stabilité régionale et surtout de la dynamique des investissements. Donc, je dirais que c'est d'abord une diplomatie d'influence qui est à la fois réaliste et constructive. Et le Royaume-Uni a finalement choisi de sortir de sa neutralité pour réellement peser, pour donner les moyens de peser en fait dans les équilibres régionaux. Et depuis l'élection du nouveau gouvernement travailliste, c'est une nouvelle doctrine en fait en matière de politique étrangère qui a été élaborée. Doctrine qui se nomme le réalisme progressiste, qui consiste en fait à tenir compte des rapports de force réels qui pèsent sur le système international, mais pour accomplir des objectifs progressistes tels que la lutte contre les changements climatiques, la promotion des droits humains, etc. Donc je crois que le soutien du Royaume-Uni au plan du Maroc s'inscrit dans cette logique, s'inscrit dans cette stratégie, et elle vise, comme je l'ai déjà dit, à rompre avec la position traditionnelle du Royaume-Uni, qui était une sorte d'équilibre passif, pour réellement construire une relation d'interdépendance avec le Maroc et miser sur le Maroc comme un partenaire fiable dans le cadre de sa stratégie africaine. Alors le Royaume-Uni qui prend position clairement après les États-Unis, l'Espagne, la France, on a donc cette liste des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'élargit, cette liste de pays qui reconnaissent aujourd'hui justement et qui soutiennent le plan d'autonomie marocain justement sur ce conflit artificiel. Est-ce qu'on est, on le sait, on est aujourd'hui dans une dynamique qui est très positive, mais est-ce qu'on va vers une fin définitive de ce conflit artificiel? Avec le soutien du Royaume-Uni, c'est un cap important qui a été franchi et c'est un pas important dans la bonne direction qui nous mène vers la fin définitive de ce conflit. Et ce que ce soutien rappelle aussi, c'est qu'en fait, la bataille politique ou la bataille narrative autour de ce conflit ne se joue pas uniquement dans l'arène onusienne, mais se joue aussi sur le terrain économique, sur le terrain de l'investissement et finalement sur le terrain qui est dirigé vers les populations locales, vers l'intérêt du développement socio-économique des populations locales. Puis aujourd'hui, en fait, si on restitue les choses un peu dans leur contexte, c'est que dans un univers post-Brexit, le Royaume-Uni cherche en fait à revoir, à rééquilibrer, à diversifier ses relations économiques, ses relations commerciales. Et je crois que le soutien diplomatique s'accompagne d'un pari sur le Maroc comme une plateforme économique stratégique et sur le Sahara marocain comme un axe de croissance.
Et dans ce contexte, le Maroc devient en fait une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et un hub énergétique, avec le Sahara comme espace d'expansion, que ce soit via le projet du port de Dakhla ou via, par exemple, le gazoduc Nigeria-Maroc. Donc, c'est un pas important qui est franchi et ça rappelle que la dimension économique est importante dans les discussions et les négociations autour de ce dossier. Absolument. Le Maroc qui est un hub aujourd'hui énergétique et la porte d'entrée justement vers l'Afrique. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une ère de co-souveraineté partagée, de co-construction, de co-développement justement, sous une logique de partenariat gagnant-gagnant, d'avantages mutuellement bénéfiques? Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, dans un contexte où l'ordre mondial, les relations internationales sont en train d'être revisitées, voire même fragilisées, c'est le discours, on va dire, le paradigme de partenariat d'égal à égal qui est en train de gagner beaucoup de légitimité dans les relations entre États. Et effectivement, dans ce cadre, je crois que le soutien du Royaume-Uni au plan du Maroc vient un peu confirmer cette thèse de partenariat d'égal à égal et lui donne beaucoup d'élan. Alors on peut penser en fait à des projets très concrets qui viennent renforcer cette relation d'interdépendance. Par exemple, si on prend le cas du projet X-Link qui a pour ambition d'établir une connexion énergétique entre le Maroc et le Royaume-Uni, c'est un projet justement qui vise à la fois à répondre aux besoins énergétiques du Royaume-Uni en termes d'électricité, donc il vise à fournir à répondre à 8% des besoins du Royaume-Uni en termes d'électricité, et en même temps c'est un levier d'exportation, de développement et de création d'emplois pour le Maroc. Donc on se dirige en fait vers un cadre d'interdépendance où le paradigme classique où il y avait des dominants-dominés perd un peu de son attrait aujourd'hui. Vous parlez d'interdépendance, il y a aussi cette position pivot un petit peu du Maroc, cette position géographique qui est un atout. Vous l'avez dit, la porte vers l'Afrique, aussi le corridor entre l'Afrique et l'Europe, donc ce carrefour d'échange d'informations, ce hub aujourd'hui énergétique. Donc, est-ce qu'on peut dire que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les grandes puissances devient aujourd'hui un levier géostratégique? Effectivement, en fait, le fait que le Royaume-Uni soit le troisième membre du Conseil de sécurité qui appuie la position, la souveraineté du Maroc dans son Sahara, et même à l'échelle plus globale. Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près à 120 pays qui soutiennent la position du Maroc. En fait, ça confirme le fait que le Maroc joue un rôle clé pour la stabilité régionale. Et c'est comme si, en fait, les grandes puissances de ce monde font de plus en plus confiance au Maroc pour jouer ce rôle de stabilisation de la région. Parce qu'on peut penser aux flux migratoires, on peut penser à la stabilisation de la région sahélo-saharienne, on peut penser à la lutte contre le terrorisme. Le Maroc a fait ses preuves comme partenaire de confiance. Et aujourd'hui, c'est une reconnaissance de plus qui vient renforcer la légitimité et le rôle que joue le Maroc sur ce terrain. Le Royaume du Maroc qui joue ce rôle donc de stabilisateur, ce partenaire de confiance pour les grandes puissances, un partenariat stratégique renforcé, multidimensionnel maintenant avec le Royaume-Uni, avec tous ces accords qui ont été signés récemment. Quel avenir est en train de se dessiner entre ces deux royaumes? Quel avenir notamment économique? D'abord, c'est un avenir qui est fondé et qui est basé sur une histoire longue et une histoire très riche. Je crois que le premier traité commercial entre des pays remonte à peu près il y a 300 ans. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans un tout autre contexte et je pense qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni mise aussi sur le Maroc comme un pays qui se positionne de plus en plus en fait dans les chaînes de valeur industrielles. On pense par exemple au positionnement du Maroc dans le secteur aéronautique ou encore une fois dans le secteur automobile. Donc, le Maroc, il faut le dire, présente d'abord un cadre macroéconomique qui est solide. On a une croissance économique qui est soutenue, on a une inflation qui est maîtrisée, on a des institutions politiques qui sont stables. Donc, ça crée en fait une fenêtre d'opportunité afin de renforcer et d'inciter en fait les entreprises britanniques à venir
s'investir dans l'économie marocaine. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la Coupe du Monde 2030 qui représente, on va dire, un énorme potentiel en termes de construction d'infrastructures. Et une partie du partenariat entre le Royaume-Uni et le Maroc est basée justement sur potentiellement la participation des entreprises britanniques dans les marchés publics marocains. Donc, d'un côté, on a des entreprises britanniques qui veulent tirer, on va dire, profit du potentiel en termes de construction de marchés publics que représente la Coupe du Monde. Mais on a aussi, bien sûr, le Maroc qui, depuis une dizaine d'années, s'impose comme un leader mondial en matière d'énergie renouvelable et vise, en fait, d'un côté, à diversifier les sources d'importation du Royaume-Uni en matière d'énergie. Mais il ne faut pas oublier aussi que le Maroc exporte des fruits et des légumes au Royaume-Uni, donc ça participe aussi aux objectifs de sécurité alimentaire du Royaume-Uni. Donc, encore une fois, on est en train de voir émerger un paradigme d'interdépendance où les intérêts économiques et les intérêts en termes d'investissement vont guider la diplomatie d'un côté et de l'autre. Dans cette conjoncture internationale, on peut dire que cette coopération économique renforcée est une réponse donc aux défis macroéconomiques à venir et actuels. Merci à vous, Monsieur Amin Qarqash, pour cette analyse et ce décryptage de la situation. Je rappelle que vous êtes consultant en communication politique et en affaires publiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Avec grand plaisir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.